C'est quoi le projet? Quels sont ses leviers? Quelle gouvernance pour le Sénégal? La reddition des comptes? Quelle analyse des premiers pas posés par les nouvelles autorités? Pour parler de toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 28 avril 2024 Amadou Gueye Diop, expert financier et économiste, et Mame Cheikh Ngom, spécialiste pôle territoire. L'Air du Temps de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Dimanche 28 avril 2024, bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit donc Mame Cheikh Ngom, universitaire, spécialiste de pôle territoire, Amadou Gueye, expert financier économiste et aussi membre de l'UNUS. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Bientôt un mois que les nouvelles autorités ont pris les rênes du pays. Beaucoup de supputations, beaucoup de littérature, on le voit aussi dans les sites internet un peu partout, on parle beaucoup. Le pouvoir qui a quitté avait un référentiel qui le gérait qui s'appelait le plan Sénégal émergent, mais avant cela aussi, quand Macky Sall était venu au pouvoir, était venu avec Yono Yokote. C'est au cours de la route qu'ils ont bifurqué pour créer le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, les nouvelles autorités parlent de projet. Amadou Gueye, c'est quoi le projet? Vous l'avez vu? Bonjour Alassane. Bonjour M. Ngom. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre émission. Vous restez toujours égal à vous-même, un espace de réflexion. On a besoin d'oxygène et de nouvelles idées. Donc merci de nous permettre de venir partager nos réflexions avec vous. Vous êtes la bienvenue. Alors, le projet que vous, Alassane, journaliste qui vous intéressez à toutes les questions publiques, et d'autres d'ailleurs se posent la question de savoir où est le projet, montre qu'aujourd'hui, qu'effectivement, qu'il y a un problème de communication. Il devrait être aujourd'hui connu de tous les Sénégalais. Est-ce que j'ai lu le projet? Alors comme vous, pendant un temps, j'ai eu à fouiller, pensant qu'il y a un projet différent du programme de la coalition Diomaye Faye. Cette confusion a été accentuée par le fait que, d'ailleurs, je pense que c'est il y a 2 jours, le Premier ministre a annoncé que le projet serait prêt en fin 2024. Mais je pense bien qu'il faut faire preuve de lucidité, qu'en réalité, ce qu'ils appellent projet, ou projet de changement systémique, ou projet de transformation systémique, n'est rien d'autre que le programme de la coalition Diomaye Faye. Il n'y a pas un autre document, il n'y a pas un autre corps, ensemble de propositions, il n'y a que ce document qui est aujourd'hui le référentiel. Je conçois comme vous que quand vous arrivez au pouvoir, il y a peut-être quelques adaptations qu'on peut avoir concernant la proposition qu'on a, mais le corps, disons, le document phare, le référentiel, c'est vraiment ce document qui est aujourd'hui en ligne. C'est un document de 84 pages et qui concerne, qui articule en fait l'ensemble des propositions que le président Diomaye Faye entend mettre en œuvre. Donc, qu'est-ce que le projet? Jusqu'à ce qu'on me montre autre chose, j'ai dit que moi, c'est ça le projet. Voilà. Mame Cheikh Ngom, quand on fouille un peu le site de PASTEF, en regardant un peu les programmes qui sont proposés, on a l'impression que le projet a été résumé dans ce programme, dans ce site. Oui, merci Alassane de nous avoir invités. Je salue aussi mon co-débatteur, M. Amadou Gueye Diop. Alors, parler du projet, il me semble être un exercice très délicat, dans la mesure où jusque-là, on se cherche. On se cherche parce que il y a un document théorique qui a été mis en ligne, qui résume justement les activités, mais je crois que on ne peut pas aujourd'hui parler carrément de projet, dans la mesure où, en analysant toutes les activités qui ont été menées par ces acteurs, à savoir les patriotes, alors on voit une dynamique qui part d'un diagnostic qui a été réalisé au tout début. Ensuite, si vous vous souvenez bien, ils ont parlé de solutions dans l'ouvrage de Ousmane Sonko. Après, maintenant, en période de campagne, on parle de projet. Donc, il y a une dynamique qui a été enclenchée, mais qui malheureusement marque un peu d'harmonie. Parce que par rapport au projet, si aujourd'hui on est en phase de réactualisation du projet, en phase d'étude de faisabilité, alors cela montre que
le projet qu'on nous avait présenté à la phase de campagne est différent du projet qu'on va exécuter. Vous savez, Hassan, souvent, il y a un de mes frères qui disait, il y a ce qu'on dit pour plaire aux gens et ce qu'on dit pour dire la vérité aux gens. Et mon jeune frère me disait, est-ce que ce qu'ils ont dit, c'est ce que les Sénégalais veulent entendre ou bien c'est ce qu'ils doivent entendre? Ce qu'ils veulent entendre, les gens l'ont compris, les politiciens, et ils ont joué sur ce levier au point qu'ils ont réussi à charmer les populations, Il y a à les convaincre. ce que les gens veulent entendre Ouais, et ce qu'ils doivent entendre. Et ce qu'ils doivent entendre. Maintenant, C'est souvent différent. on est maintenant dans une phase. Dans la réalité. Voilà, ce qu'ils doivent entendre. Entre ce qu'ils voulaient entendre, bon, vous savez, on met toute la mayonnaise, hein, on met tout ce qu'on veut pour tout simplement attirer l'attention des populations. Parce que tout le monde sait qu'il y a quand même, quelque part, là où le bas blesse. Vous insistez sur ces aspects-là, alors vous pouvez, dans ce cas, convaincre les Sénégalais qui vont adhérer à vos projets. Mais maintenant, une fois au pouvoir, c'est là où vous allez maintenant leur dire la vérité. Et cette vérité émane justement d'une étude à nouveau du projet. Donc voilà le vrai projet que nous attendons, que vous attendez, que tout le monde attend, et qui peut-être va nous être présenté dans les prochaines années. Est-ce que là ne démontre pas quelque part la faiblesse des oppositions africaines? En étant dans l'opposition, on n'est plus dans l'invective, dans la critique, et on ne travaille pas. Si on venait au pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire dès qu'on prend les manettes? Voilà. Alors ça, je dois dire quelque chose. C'est-à-dire que, quand même, il faut reconnaître que les Sénégalais ont capté un discours. Même si c'était diffus à travers un certain nombre d'entretiens, de déclarations, on peut quand même retenir qu'en tout cas, les leaders du PASTEF ont en fait articulé 2 ou 3 propositions phares qui structurent tout ce qu'ils appellent projet. Un, c'est le changement du modèle économique actuel qu'ils estiment être extraverti pour aller vers ce qu'ils appellent l'endogénéisation de l'économie nationale. Donc ça, ils veulent passer d'une économie extravertie à une économie endogène. Ça, c'est la première chose. Très bien. Deuxième chose, ils disent qu'ils veulent le faire en passant par l'industrialisation à partir d'une transformation de nos ressources minières, hydrocarbures et agricoles pour en fait réduire l'importance relative du secteur tertiaire et donner beaucoup plus d'importance au secteur industriel et primaire pour créer des gisements d'emplois, avoir plus de valeur ajoutée et donc voilà, faire qu'il y ait un impact positif sur les prix des matières premières et in fine avoir l'autosuffisance alimentaire. Ils parlent même d'autosuffisance numérique, etc. Le troisième élément, ils disent que les sociétés étrangères, les multinationales, occupent une part trop importante de l'économie nationale. Et donc, le troisième axe pour eux, enfin, la troisième idée forte, c'est de réduire la part du contrôle de ces sociétés étrangères sur notre économie nationale parce qu'ils considèrent que quand on a une croissance, ce sont ces sociétés étrangères qui, entre parenthèses, mangent la croissance. Le deuxième point que vous avez cité, vous avez parlé d'industrialisation. Ouais. Mais dans l'intitulé du ministère, c'est le ministère de l'Industrie. On ne parle pas d'industrialisation. Pourquoi il y a une différence entre l'industrialisation et l'industrie? Voilà, moi je pense que maintenant, il y a un problème d'allumage depuis qu'ils sont au pouvoir. Mais du point de vue de l'idée, je pense que c'est clair, ce qu'ils appellent le système économique, ils veulent passer à un autre nouveau système économique. Le problème d'allumage, c'est que justement, pour moi, et qu'ils ne sont pas suffisamment, disons, conséquents avec les propositions qui sont dans leur programme. Ils devraient... Je repose ma question, est-ce qu'il y a une impréparation de l'opposition? En attendant l'opposition, on ne s'imprègne pas du pouvoir. Dans d'autres pays, comme aux États-Unis, comme par exemple en Angleterre, l'opposition, quand elle veut le pouvoir, elle travaille d'abord sur des sujets. Dès qu'ils arrivent, ils ont les manettes, ils déroulent. Je dois dire que le programme La Coalition Diomaye Faye, que moi-même j'avais lu un peu en diagonale, je trouve que quand même c'est un programme relativement précis. Je ne sais pas qui sont les experts qui ont écrit ce programme,
mais ils ont écrit un document de référence de grande qualité. Malheureusement, effectivement, l'élection n'a pas permis de développer les propositions de ce document. Et moi, je considère d'ailleurs que ce qui serait scandaleux, c'est de se faire élire avec un programme et de vouloir nous articuler un autre programme, un autre projet. Il faut qu'on les tienne à leur engagement, parce que un programme, ce n'est pas une promesse, c'est un engagement. Il ne faut pas que nous, Sénégalais, que nous acceptions que vous formalisiez un programme que vous venez présenter pour dire voilà ce que je vais faire, et qu'arrivé au pouvoir, vous vous mettiez à faire une autre conception. Et donc, je dois préciser une chose, il faut éviter une confusion, parce que on est en train de dire que le Premier ministre va mettre en place un comité technique pour justement élaborer le projet. Moi, je pense qu'on disait qu'il y a un problème de dualité. Si on va plus loin dans cette orientation, ce serait jeter à la poubelle le programme de la coalition Diomaye pour ensuite amener le programme de Ousmane Sonko. Il faut qu'on soit clair. C'est le président Diomaye Faye qui a été élu avec un programme qu'il a présenté. Donc, on ne peut pas, pour quelques jeux sémantiques Diomaye Moïse Sonko, nous mettre dans une dynamique où Ousmane Sonko, lui, va s'organiser pour nous sortir un programme de son cru. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, peut-être qu'on a une confusion sur ce qu'est le projet, parce que le projet, souvent, on l'assimile aux dires et expressions d'Ousmane Sonko. Mais aujourd'hui, le programme qui a triomphé, c'est ce programme de référence de la coalition Diomaye Sonko, qui est le candidat du programme Diomaye Faye. Il ne faudrait pas qu'on nous propose, nous, Sénégalais, deux programmes, celui qui a été élu et un autre qui va être conçu et finalisé en décembre. Mais est-ce que ça ne pose pas la question, justement, de nos oppositions? Quand ils sont dans l'opposition, il y a une sorte d'impréparation à exercer le pouvoir. Parce qu'il y a la réalité de l'opposition, il y a la réalité du pouvoir. Une fois aux manettes, vous trouvez des contrats qui sont signés, des engagements qui sont signés, vous trouvez un pays dans une situation financière peut-être difficile. Ce que vous voulez faire, vous êtes incapable de le faire dans un premier temps parce que les goulots sont là. Mais c'est la réalité, Alassane. Quand on est dans l'opposition, l'ambition première, c'est de conquérir le pouvoir. Et quels qu'en soient les moyens, quelle qu'en soit la voie qu'on va entreprendre. C'est pourquoi, généralement, moi, je trouve très euphorique, et même trop euphorique, les programmes qui sont présentés durant les phases de campagne. On se dirait même que, quelquefois, c'est des fictions. Ou bien, comme je l'ai dit tantôt, ils appuient sur des leviers qui peuvent leur permettre d'avoir suffisamment de votants. Mais une fois au pouvoir, là, vous vous confrontez maintenant aux réalités. Comme vous l'avez si bien remarqué, tout le monde l'a remarqué, toutes les promesses de campagne, aujourd'hui, ne peuvent pas se tenir dans le court terme, parce que tout simplement, les nouvelles autorités sont en train de s'approprier les documents, d'autant plus qu'on a au sommet de l'État deux personnalités, à savoir le président et le Premier ministre, qui n'ont pas malheureusement une certaine expérience dans le domaine de la gestion des affaires publiques. Quand je dis politique, autant pour moi, ils n'ont pas été ministres, ils n'ont pas été justement dans les affaires politiques, ce qui fait qu'il leur faut un temps d'incubation, il leur faut un temps pour pouvoir comprendre maintenant les réalités et faire surtout la comparaison entre ce qu'ils disaient en période de campagne et ce qui se passe réellement. Est-ce que ce manque d'espérance ne peut pas être aussi un atout? Ça peut être un atout, ça peut être aussi un inconvénient. Mais moi, à mon avis, surtout par rapport à l'innovation, ça peut être véritablement un atout. Parce qu'ils vont, comme ils l'ont toujours annoncé, aller vers la rupture. Les Sénégalais les attendent par rapport à la rupture, mais jusque-là, après un mois, on ne sent pas la rupture, parce que la rupture ne peut pas être imminente. Donc, moi, je crois que l'analyse que j'ai faite du projet, c'est qu'on a un projet exclusivement financier. Un projet qui repose uniquement sur l'économie et le social. Mais cela va de soi. Ceux qui sont tous les deux, à savoir le président et le Premier ministre, sont des financiers, sont des fiscalistes. Est-ce que vous voyez? Donc, cela se reflète sur le projet. Mais moi, je trouve que pour amorcer une dynamique de développement ici au Sénégal, il faut obligatoirement qu'on tienne en compte le développement territorial, le territoire.
les inégalités territoriales. Ils en ont parlé, mais un peu esquissé. Mais je crois que c'est là où il faut surtout réactualiser les projets et faire en sorte que l'erreur que le président Macky Sall a faite, que cette erreur ne se reproduise pas. Quand je dis erreur, c'est parce que le président Macky Sall, tout le monde sait qu'à l'échelle macro, il a vu gros, il a fait des investissements de grande envergure, mais il a pêché. Le micro. Ouais, il a pêché malheureusement au niveau de la base. Qu'est-ce à dire? C'est la politique de décentralisation qui n'a pas marché durant la période de... Tout a été centralisé par l'État. Je l'ai dénoncé dans mes articles. Parce qu'aujourd'hui, le management, même sur le plan mondial, s'occupe des micros. Voilà, justement. Donc, ce qui fait que le micro a été mis en rade dans la politique de Macky Sall. Regardez tous ces investissements. Mais à l'échelle macro, vraiment rien à dire. Mais il n'a pas malheureusement regardé bas. Ce qui lui permettrait justement de donner suffisamment de moyens aux collectivités locales pour que ces dernières puissent au moins jouer un rôle déterminant dans le développement. Ça, je vous dis, Alassane, le président Abdoulaye Wade, pourquoi il n'avait pas été directement critiqué par les populations? C'est parce qu'il avait une sorte de bouclier, c'est-à-dire les collectivités territoriales. Donc il faut nécessairement que ces démembrements de l'État soient bien outillés, que ces démembrements de l'État soient bien, renforcés pour que, justement, qu'on prenne en compte les besoins à la base. Les populations ont besoin de cela. Les besoins sont énormes. On a vu que les populations attendaient des mesures très fortes concernant justement le coût de la vie. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de la cherté de l'électricité, de la cherté des denrées de première nécessité et beaucoup d'autres choses. Et le coût de la vie a été augmenté par rapport à la conjoncture internationale aussi, concernant l'Ukraine, la guerre qui se déroule, la Covid qui est passée ici. Mais surtout aussi qu'on ne produit pas assez pour nourrir la population. D'où la question intéressante d'investissement dans les territoires. Mais vous avez parfaitement raison. Par contre, et c'est dommage que, comme je dis encore, qu'ils ne fassent pas assez ce travail de communication et d'amener des gens comme M. Ngom. J'ai lu un de ses articles qui date d'il y a quelque temps, juste pour dire qu'il y a des gens qui ont des compétences ici et que si ce nouveau régime veut vraiment avancer et combler effectivement ce qu'on peut considérer comme un manque d'expérience, eh bien, il va falloir s'ouvrir à des expériences comme M. Ngom parce qu'ils sont partout au Sénégal. Ce n'est pas forcément nommer des gens à des postes de responsabilité, mais c'est les mettre à contribution. Il y a des experts qui seraient prêts à travailler gratuitement. Écoutez le pays. Écoutez le pays, écoutez les experts. Vous pouvez les inviter dans des séminaires, vous pouvez leur confier des missions. Il y a l'expertise locale. Donc vraiment, s'ils réussissent à faire que toutes ces expériences-là comprennent les orientations qu'ils ont retenues et adhèrent à leur projet, moi je suis sûr que, ne serait-ce que, même s'il y a des manquements dans leur approche, ce sera compensé par l'expérience d'une expertise locale qui a vraiment fait ses armes et qui a une bonne expérience de tous les problèmes, notamment sur l'inondation, parce qu'on va y aller bientôt. Hein, il n'y a pas à inventer, il faut comprendre le problème. Mais en attendant, les populations veulent la baisse des coûts. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les prix. Le gouvernement, les nouvelles autorités, j'ai lu aussi dans leurs documents qu'ils entendent mettre en œuvre 8 pôles territoriaux. Ils entendent refaire même un découpage en se basant sur les arrondissements actuels. Ils entendent même mettre les fonds du PUDC, du PUMA, dans le budget des collectivités locales. Cela veut dire qu'ils comprennent l'importance donc du développement local parce qu'effectivement, c'est à la base qu'il faut organiser la production répartie sur l'ensemble du pays. Peut-être ce qui peut manquer, c'est effectivement l'expérience de gens comme M. Ngom et d'autres qui peuvent venir vraiment accélérer parce qu'il y a urgence. Maintenant, alors sur ça, le coût de la vie eux-mêmes, ils ont pris dans leur engagement en disant que la première année, la priorité absolue, c'est la cherté de la vie. Alors là, je trouve qu'avant même de passer à des mesures, il faudrait qu'on ait un discours de vérité avec les populations. Cela ne sert à rien de faire des concertations comme le président a eu à le faire avec l'ancien Premier ministre Amadou Ba, avec les consommateurs, le secteur privé, pour qu'au bout de 3 mois, revenir dire, bon, il n'y a pas assez de contrôleurs économiques et les prix sont restés en l'état. Donc ça ne fait que de la frustration et cela vous décrédibilise. Moi, je pense que d'abord, il y a un échange, un débat de vérité qu'il faut avoir. Est-ce que le gouvernement est en mesure de déterminer les prix des denrées de première nécessité ?
C'est-à-dire aujourd'hui, le gouvernement ne fait que des subventions en réalité. Des subventions qu'au fur et à mesure, on se rend compte qu'il est incapable de tenir parce que ça grève le budget. Et l'FMI attendu cette semaine. L'FMI, son mantra, c'est la suppression des subventions. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit, avant de faire face au FMI, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la pression, c'est les organisations internationales et les populations, qui veulent deux choses contraires. Le FMI, on le sait, c'est la branche libérale, ils veulent une économie, ils veulent la vérité des prix, ils ne veulent pas que des subventions à l'électricité, ils veulent un recouvrement fiscal qui permet d'assurer que le Sénégal peut repayer sa dette et aller encore rechercher de nouvelles ressources. C'est ça un banquier, c'est ça qui l'intéresse. Les populations veulent une baisse du prix de l'huile, du riz. Donc, moi je pense qu'il faut avoir une discussion vraie. Que les Sénégalais comprennent que le gouvernement ne peut pas juste déterminer le prix du riz si vous ne produisez pas assez. Il faut que les gens le comprennent. Pour moi, qui est important, c'est que les populations aient une visibilité sur la feuille de route, la trajectoire, qu'ils comprennent que les sacrifices qu'ils vont devoir subir pendant un temps va aboutir à un certain nombre d'avantages concrets. Si vous dites que vous m'emmenez à Saint-Louis, vous n'avez pas besoin de m'expliquer comment vous allez mettre, combien d'huile vous allez mettre, combien d'essence vous allez mettre, mais j'ai besoin de savoir que je vais y aller en voiture et qu'à telle heure je vais arriver. Et c'est cette visibilité-là que le gouvernement doit offrir aux populations sur les conditions de vie. Parce qu'eux-mêmes l'ont annoncé, c'est leur engagement que la priorité, c'est la baisse des prix, donc des denrées de première nécessité la première année. Mais encore une fois, d'un point de vue économique, c'est difficile à faire. Une chose, si le gouvernement pense réellement qu'il est possible d'amener le riz ou l'huile à un certain prix, eh bien peut-être il faudrait utiliser les banques pour importer ces matières premières, avoir des stocks de régulation qui permettent de contrôler les prix et éviter une hausse des prix. Il y a d'autres stratégies, mais là encore, c'est une orientation parce que le gouvernement n'a pas vocation. Une sorte de retour de la guerre de prééquation. Exactement. Si c'est ça son choix, mais donc ça encore, je dis, il faut tenir ces discussions. C'est pour ça, encore une fois, il faut que le projet, le programme, soit élicité, expliqué aux Sénégalais qu'ils comprennent quels sont les choix qui sont sur la table. Si le gouvernement doit faire marche arrière sur certaines positions, qu'il le fasse, mais que tous on s'entende sur la trajectoire qu'on veut. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit Amadou Gueye, expert financier économiste et membre de l'UNUS, et Mme Cheikh Ngom, spécialiste de pôle territoire. Mme Cheikh Ngom, on a parlé du coût de la vie. Mais le paradoxe, c'est qu'on voit aujourd'hui une société comme la Sénélec, qui semble être excédentaire, jusqu'à vendre l'électricité à la Gambie, qui doit au Sénégal 12 milliards de francs CFA. Et récemment, on a vu aussi le Guinéen dire que la Guinée-Conakry demande 200 mégawatts à la Sénélec. Est-ce qu'il ne peut pas, il n'y a pas quelque chose à faire là-bas pour baisser les prix, si on est excédentaire? Bon, Alassane, il faut comprendre... Le prix de l'électricité? Oui, on est vraiment dans un contexte qu'il faut tenir en compte dans l'analyse, à savoir la mondialisation et la libéralisation des économies. Mais si vous arrivez à vendre l'électricité à la Gambie et en Guinée, qui peut le plus, peut le moins. Bon, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais puisque moi, je ne suis pas financier, je crois que si on doit faire une corrélation entre ce qu'on gagnerait en vendant l'électricité et la baisse des prix de denrées de première nécessité, je crois que cela nécessite une étude. Parce que baisser les prix, alors reviendrait quand même à s'entendre avec les opérateurs économiques, ça c'est important. Comme vous l'avez signalé, nous ne sommes plus dans le contexte des caisses de péréquation. L'État ne dicte plus la loi par rapport à la gestion des prix et autres. On n'a plus de Sonadis, on n'a plus de boutiques témoins. Et les contrôleurs économiques, même s'ils veulent faire le travail, il est quelquefois difficile à cause véritablement des spéculations et autres. Mais là, on peut se glorifier. Et rappelez-nous que les prix des céréales sont fixés à Chicago. Mais justement. Et on est aussi dans un contexte de crise, vous l'avez dit. La crise entre l'Ukraine et la Russie impacte sur le prix des céréales. Vous vous souvenez bien, le président Macky Sall était parti pour négocier. Récemment, Hamas et Israël. Voilà. Et il y a aussi Israël, Palestine. Donc, et aussi l'Iran, les États-Unis. Donc, ce qui fait qu'on est dans un monde en crise qu'il faut tenir en compte. Maintenant, c'est vous qui m'apprenez que, évidemment, la Sénélec est en train de faire des bénéfices extraordinaires.
ce qui justement semble être très important, parce que nous attendons aussi le pétrole. Peut-être que tout ceci vont impacter sur les prix des denrées, mais pas dans le court terme. Comme je dis, il faut attendre. Il faut que nos gouvernants, nos nouvelles autorités, nous tiennent le langage de la vérité. C'est-à-dire jouer sur la patience, demander aux Sénégalais d'être patients. Parce que sans cela, les exigences iront de sorte que crescendo, et malheureusement, ils seront obligés de mélanger ce qu'on appelle vitesse et précipitation. Alors qu'on doit gérer de manière rationnelle les ressources. Peut-être que moi, je dirais même que cela peut les surprendre. Tant plus qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Ils ont élaboré leur projet avec des experts, moi j'ai vu, beaucoup d'experts, mais qui sont en dehors du système, ce qu'ils appellent le système. Maintenant, il faut dans le système, là vous comprenez aux réalités. Pour comprendre les rouages. Et là, il faut maintenant un bon réajustement pour arriver vraiment à ses fins. Ouais, parce qu'il faut maîtriser la tuyauterie du système. Justement, il y a la réduction des comptes, fait partie aussi des choses qu'on a avancées. Tout récemment, le président de l'OFNAC, l'ancien procureur, a sorti des dossiers qu'il a mis à la disposition des Sénégalais. La gestion de la Covid, Prodac, entre autres, sont sur la table. Et la réduction des comptes aujourd'hui ne peut pas aussi plomber l'action gouvernementale du fait que quand Macky Sall est venu aussi au pouvoir, on a avancé la réduction des comptes comme étant non arrangée. On a vu comment ça s'est terminé. Oui, moi, Alassane, en fait, quand on dit reddition des comptes, j'entends poursuivre les dirigeants de l'ancien régime. Et je me dis, ce n'est pas forcément... le problème, il n'est pas juste dans l'ancien régime, il est dans les pratiques actuelles. Dans le système. Dans le système, comme il fonctionne. À la douane, à la police, aux impôts et domaines, à l'urbanisme, au ministère de la Pêche, dans tous les départements. Le problème, il est général. En fait, le comportement des Sénégalais. Le comportement, mais beaucoup plus d'ailleurs la gestion de la chose publique. Des agents du service public. Parce que c'est eux qui détiennent les ressources publiques, c'est sur les marchés, c'est sur les raquettes. Les commissions. Les commissions. Donc, si vous me dites que vous voulez assainir le système, ne me dites pas que vous allez juste prendre les dossiers qui concernent les régimes passés. Si vous me présentez un plan qui va attaquer le fonctionnement du système actuel, et donc c'est pour ça que moi j'ai accueilli favorablement cette idée de Djubbanti, si cela signifie que désormais, dans 15 jours ou dans un mois, au niveau de la douane, vous êtes opérateur économique, il n'y aura plus de raquettes, j'ai dit voilà, là c'est efficace. La douane a annoncé la digitalisation du système. Voilà, donc moi dans les résultats, si les transporteurs qui vont jusqu'à Bakel, ou les jeunes qui vont à Saint-Louis ne se font plus racketter par nos forces de défense et de sécurité, je dirais voilà, là on est en train de changer les choses. Si vous avez un dossier simple de bail à régulariser, où il n'y a aucun problème et que vous allez au niveau des impôts et domaines, mais que personne ne s'occupe de vous parce que vous ne donnez rien, bon voilà, pour moi, ce sont là les situations que vivent les Sénégalais au quotidien. Alors si vous faites ça, et que vous dites que vous faites la reddition des comptes, je trouve que c'est cohérent. Mais vouloir nous jeter des rapports comme on l'a fait récemment, d'ailleurs, moi je me dis, je voudrais même qu'eux-mêmes nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de ces rapports, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Parce que publier juste des rapports comme ça pour que les gens dans les réseaux sociaux se mettent à accuser à gauche Modou Ndiaye, Fatou Mbaye, je trouve que ça ne sert à rien du tout. Nous ne sommes pas la justice, nous n'avons que des appréciations personnelles. Ce qui est important, c'est que les autorités qui sont aujourd'hui en position, qui ont pris connaissance sur ces rapports, nous disent qu'est-ce qu'elles vont faire. Et ça, c'est important parce que si elles ne font rien, elles nous disent quelque chose. On peut interpréter que, voilà, elles ne veulent rien faire. Donc, on peut en tirer nos conclusions. Moi, je ne voudrais pas qu'on utilise la population comme une meute pour venir leur dire poursuivez-les ou ne les poursuivez pas. Il ne faut pas qu'on poursuive quelqu'un par esprit vengeur de la population. Il faudrait que les documents, le rapport, disent clairement qu'il y a faute ou il n'y a pas faute. Et je dois finir d'ailleurs par un élément important que j'attends. Parce qu'eux-mêmes, ils ont pris l'engagement de détacher, ils ont dit immédiatement, les corps de contrôle de la présidence de la République. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'un des décrets les plus urgents,
c'est de détacher l'IGE et la Cour des comptes pour que ces structures aient le pouvoir de les poursuivre, eux ou les nouveaux venus, s'il y a matière à poursuivre. Moi, je serais beaucoup plus rassuré sur leur volonté en prenant ces mesures-là, plutôt que cette approche consistant à jeter un peu de chair, un peu comme des chiens pour qu'ils poursuivent des gens. Je pense que là, c'est faire la division. Voilà. Est-ce que dans la transparence, dans la réduction des comptes, comme il l'a dit, l'IGE, la Cour des comptes et les directions générales qui sont importantes, on doit appliquer l'appel à candidature. Ils avaient promis d'appliquer l'appel à candidature sur certains. C'est important de préciser le mot certain. Ils l'ont dit. Ouais. C'est certaines fonctions. Notamment sur l'OFNAC. Ils ont dit certains. Et d'autres directions. Mais on se rend compte qu'entre ce qui avait été précédemment dit, comme nous l'avions compris, ils ont dit ce qui se passe réellement. Mais préciser qu'ils ont dit certains. Oui, certains, oui. C'est important. Le mot certain est important. Parmi ces certains, il y a aussi certains qu'on voit déjà et qui, surtout certains postes, qui ont été attribués déjà à des gens. Et là, on s'attendait peut-être à ce qu'il y ait... Quel genre de poste bon, comme par exemple, si on prend l'exemple de la RTS, qui vient d'être attribuée à Pape Alé Niang. Moi, je crois que, compte tenu de l'importance de la RTS, on aurait pu, moi, c'est ma vision personnelle, faire une promotion interne. Laisser la prérogative à ces techniciens des médias, surtout ceux qui sont au niveau de la RTS, qui est une structure vraiment de pointe, c'est qu'ils déterminent d'abord le profil de celui qui va devenir le directeur, qu'ils déterminent aussi les caractéristiques. Mais est-ce que quelqu'un de l'extérieur, comme Pape Alé Niang, ne peut pas venir amener des réformes aussi? Mais oui. Peut-être. Là, je ne suis pas pessimiste. Ouais. Je ne suis pas pessimiste. Mais moi, je dis, on aurait dû donner la chance à tout le monde. D'autant plus que, moi, ce qui risque d'arriver à Pape Alé Niang, c'est ce qui est arrivé à celui qui avait les comptes et les mécomptes. Qui était là Non, celui qui était dans le... Latif Coulibaly. C'est ça. Parce qu'il risque de se taire, alors qu'il ne doit pas se taire. Il aurait dû rester dans sa position, comme il l'avait fait au temps de Macky Sall, au tout début. Vous voyez, il était vraiment engagé dans l'opposition. C'est Sénégalais aussi qui doit exercer. Oui, mais maintenant, tout le temps il faut chercher, parce qu'après Latif Coulibaly, on a vu Pape Alé Niang. Maintenant, quand Pape Alé Niang va être au niveau de la RTS, il faut s'attendre maintenant à ce qu'il y ait un autre journaliste d'investigation. Parce qu'il a fait des révélations. Il a fait peut-être sa part de travail aussi. Oui, mais moi, comme je dis, s'il est à la RTS, il ne pourra plus faire certaines révélations. Parce qu'il est déjà dans le système. On aurait dû le laisser en dehors du système et qu'il continue à apporter ses critiques comme il le faisait. C'est d'ailleurs la reproche que j'ai toujours faite à Latif Coulibaly. Latif ne devrait pas entrer dans le gouvernement, d'autant plus qu'il joue un rôle très, très, très important, surtout par rapport à l'OCI et autre chose, n'est-ce pas, par rapport à tous ces deux dossiers. Pape Alé aussi, on a vu qu'il faisait beaucoup de révélations, il faisait beaucoup d'investigations. Maintenant, le mettre à la RTS va l'empêcher maintenant de retrouver sa robe, vraiment la robe qu'il a toujours portée pour défendre les populations. Alors, par rapport aux autres postes, moi, j'attends. J'ai entendu que l'ADM, au niveau de l'ADM, on a lancé par exemple le poste de l'ADM pour recruter un directeur. C'est l'agent de développement municipal. Agent de développement municipal. On appelle la candidature. La candidature, oui, que je magnifie d'ailleurs. Et on attend à ce que vraiment ces actions soient démultipliées. Mais ils avaient promis, ces autorités, qu'il y aurait la patrie avant le parti. Donc ils évitent de mettre quand même au devant des gens qui les ont soutenus durant leur campagne. Et ceci permettrait justement de régler ces problèmes de parti pris. Mais est-ce que là aussi, ce n'est pas un mauvais procès qu'on fait aux autorités? Parce que aussi, quand vous êtes dans l'opposition, vous avez des gens qui vous ont accompagné, qui vous ont soutenu, qui sont battus, qui sont donnés pour que vous soyez là. C'est tout à fait normal. Non, ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de partage du gâteau. Soit aussi récompensés dans le cadre du travail qu'ils ont eu à faire. Ils avaient parlé de compétences. Ils nous avaient parlé de compétences. Comme vous le savez, M. Diop qui est là, mais qui est très compétent. M. Gueye, autant pour moi. Mais on aurait dû lui donner la chance quand même de pouvoir compétir si toutefois on ouvre des postes sur le plan financier. Moi, personnellement,
par rapport à toute l'expérience que j'ai dans les collectivités territoriales et aussi par rapport à la gestion des territoires et autres, en aménagement du territoire. Mais est-ce que je ne pourrais pas candidater pour prétendre diriger certaines directions? L'ADEME. Alors, l'ADEME, autre chose. Mais M. Guy, est-ce qu'il n'y a pas là un petit problème aussi? Des intellectuels qui ne se mouillent pas, qui sont là à côté, ils regardent les choses faire, ils ne se battent pas, ils ne sont jamais sur le terrain. Mais vous avez été élu avec des gens qui vous ont accompagnés dans la bataille, mais c'est tout à fait humain, normal. On donne des postes à des gens qui vous ont accompagnés dans la lutte. Je note que moi, en tout cas, aux États-Unis, en Amérique du Nord, il n'y a pas ce principe de récompense. Non. Même si vous êtes en vue près du candidat, vous battez élection ensemble, vous faites campagne ensemble, cela ne veut pas dire que vous allez devenir secrétaire d'État de quelque chose. Est-ce que vous êtes compétent? Ben, si vous êtes compétent, vous pouvez être nommé. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas cette notion de récompense parce que vous êtes sur le champ politique. Il y a d'autres stations où on peut vous mettre, certainement, dans l'administration, mais aller à certaines stations nécessite carrément des compétences et pas juste d'être proche du président de la République. C'est-à-dire que je comprends ce que vous dites. Ici, c'est la tradition. Et ceux qui ont des compétences, qui ne veulent jamais se battre, qui sont là à côté, ils attendent de voir. Ils ne vont jamais à Canossa, ils ne vont jamais à la bataille. Mais et ils veulent aussi être récompensés. En fait, vous avez beau vous battre pendant 10 ans sur le plan politique, à insulter pour votre candidat, à manifester dans la rue. Si vous n'avez pas la compétence pour diriger un département, vous ne devez pas diriger ce département. Parce que c'est l'exigence qui commande cette posture. Ce n'est pas la vigueur de votre combat. C'est du réalisme, ça. Et d'ailleurs... On a le devoir d'ingratitude. Et d'ailleurs, non, les rôles sont différents. Les intellectuels aussi, ils ont un rôle. Quand certains sont dans la rue, l'intellectuel aussi, il est en train de travailler, M. Ngom. Moi, je ne m'attends pas. Je ne trouverai aucune valeur à ce qu'il soit là dans les médias en train d'insulter ou à faire la rue. Pour moi, je suis content de savoir que lui, quand je vois ses publications, il est dans des publications spécialisées. Mais ça, voilà, on le fait pas. C'est pas n'importe qui le fait. Donc ça, je peux dire que c'est un combat qui date de 60 ans, toute sa vie, pour aller au niveau le plus élevé qui lui permet de publier dans ses journaux. Mais quand l'élection est finie, c'est le pays. Le problème, ce n'est plus de récompenser ceux qui ont gagné. Il faut quand même qu'on se rende compte. Il faut faire la différence entre le pays et le parti. Mais exactement. Mais aujourd'hui, M. Diomaye Faye, le président Diomaye Faye, ne gère pas les problèmes des 54% des Sénégalais qui ont voté pour lui. Il doit gérer le problème des 100% des Sénégalais. 54% des votants. Des votants, d'ailleurs. C'est important de préciser. Donc vraiment ça, il faut expliquer ça aux militants. Si vous voulez faire ça juste pour avoir un poste, et d'ailleurs, il y a les conseillers dans les collectivités locales, il y a les postes de députés, vous pouvez être conseiller, vous pouvez même faire un travail dans le parti, mais n'allez pas prendre un poste pour lequel vous n'êtes pas compétent. En fait, vous ne vous servez même pas le chef que vous voulez servir. Parce que voilà, s'il veut vous récompenser et que vous êtes incompétent, eh bien ça va lui retomber dessus. Et donc ça, je pense que c'est un problème. Alors, je dois juste préciser une chose encore. Pourquoi? Parce qu'on a dans le discours des leaders du PASTEF, c'est Ousmane Sonko. D'ailleurs, la VAR est en train de sortir dans les réseaux sociaux. C'est Ousmane Sonko qui disait clairement que tous les postes de direction devraient faire l'objet d'un appel à candidature. Qui disait clairement aussi, le jour où il présentait son livre Solutions, qu'il ne faut pas nommer des gens du fait d'accointances politiques. Par contre, dans le programme de la coalition Diomaye, ils disent effectivement certains postes de la haute fonction feront l'objet d'un appel à candidature. En fait, il y a eu une différence entre la position d'Ousmane Sonko dans l'opposition dans ses discours et le programme Diomaye. Mais les Sénégalais ont élu Diomaye. Mais c'est pour ça, encore une fois, je dis que là, il faut faire une différence parce qu'autrement, on va commencer. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que dit Sonko engage Diomaye et tout ce que. Ah voilà, donc il faut à un moment. Il dit Diomaye moins Sonko aussi. Non, ça, c'était de la politique. Voilà, je pense qu'il faut éviter ça. Sinon, on risque d'être dans une confusion qui risque d'être préjudiciable aussi bien aux autorités qu'à la compréhension des citoyens. Dans l'exercice du pouvoir, les premiers mois, il faut quand même comprendre qu'ils n'ont pas fait 2 mois, ils viennent d'arriver, c'est vrai. Comment on apprécie les premiers actes qui sont posés? Bon, moi, je crois que les premiers actes qui sont posés rassurent, d'autant plus qu'ils veulent, coûte que coûte, tenir vraiment les promesses, les promesses qu'ils avaient tenues aux populations.
les populations attendent. Heureusement que, mis à part peut-être ceux de l'opposition, c'est tout à fait normal, qu'ils commencent déjà à s'agiter. La population, pour le moment, elle est très calme. Elle est là et elle attend. Attention, on a quand même vu des manifestations, les à manifestations la Padoie. Ouais, à la Padoie, la mairie gérée par les militants du PASTEF, où les jeunes ont refusé de déguerpir les marchands ambulants. Ouais, Ils ont commencé à parler, attention. Oui, non, ça c'est quand même des remous. Oui. Mais vous voyez, c'est politique. Parce que tantôt on l'a attribué au maire de la ville de Dakar, tantôt on dit que c'est le maire de Padoue, tantôt on dit que c'est Sonko. Donc ce qui fait que, évidemment, l'opposition aussi ne laissera pas les nouvelles autorités la paix de pouvoir gouverner comme cela se doit. Parce qu'elles aussi, lorsqu'elles étaient dans l'opposition, ils ont toujours agité. Maintenant, ce qu'il faut retenir par rapport à tout cela, c'est que pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que le président Diomaye, vraiment, moi, ma lecture, son comportement m'a montré que c'est quelqu'un qui a le sens de l'écoute. Actuellement, ses sorties, ses actes montrent que c'est quelqu'un qui est très posé. Il est très posé et il cherche les voies et moyens qui lui permettront quand même de réaliser le programme qu'il a promis aux Sénégalais. Mais je trouve que c'est très prématuré à l'heure actuelle de tirer un bilan ou bien de vouloir dire que oui, on va vers le chaos ou bien d'être vraiment pessimiste. Il faut leur accorder peut-être un temps. Moi, je trouve qu'il faut au moins 1 an, 2 ans pour qu'on puisse sentir l'impact de leurs actions. Parce que même s'ils décident de prendre certaines décisions... Ça prend du temps. Non, mais il y a déjà l'Assemblée nationale qui peut constituer un blocage. Parce que les lois passent par l'Assemblée, alors qu'ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc, il faut attendre quand même qu'ils aient peut-être suffisamment de députés pour pouvoir faire passer certaines lois et prendre certains décrets. Est-ce que vous voyez? Donc, cela prendra du temps. Moi, je crois qu'il faut au moins 1 an, voire 2 ans, pour voir maintenant ces nouvelles autorités à la tâche. Pour qu'ils innovent ou bien pour qu'ils aillent véritablement vers la concrétisation de leur programme. Et concernant ce mode de gouvernance, moi, je reviens encore par rapport aux perspectives en disant qu'il faut nécessairement qu'il y ait un projet de territoire. On en parle depuis très longtemps, mais nous n'avons pas de territoire viable, de territoire compétitif, et de territoires attractifs. Alors que c'est ça la base du développement durable. Et c'est ça la base de la gouvernance. Il nous faut une approche holistique. Il faut vraiment une démarche intégrée pour que toutes les dimensions, ce qu'on appelle la gouvernance à multiniveau, que les volets économiques, sociaux, culturels, tous ces volets-là soient pris, ou ces dimensions soient prises en compte dans le système ou bien dans le mode de gouvernance. Sans cela, malheureusement, nous n'aurons pas des territoires attractifs et compétitifs. Nous allons vers un développement territorial et par rapport à cela, ces nouvelles autorités doivent nous proposer véritablement des projets de territoire et éviter justement les erreurs de l'acte 3 de la décentralisation. Alassane, M. Gueye, je vous dis, consultez mes articles. Vous voyez, depuis 2012, j'ai commencé à alerter sur l'acte 3 de la décentralisation en disant que, attention, cette politique ne va vers l'insuccès. Cette politique ne peut pas réussir parce qu'on parle de la territorialisation des politiques publiques, mais on ne maîtrise pas le territoire. Il faut redessiner la carte du Sénégal, tenir compte justement de ces zones écogéographiques pour nous amorcer des dynamiques allant dans le sens de ce qu'on appelle la détermination des filières dominantes. Mais le constat qu'on fait, c'est que les politiciens découpent le pays en fonction de leurs intérêts mais politiques. il faut éviter ces découpages politiciens et consulter justement les géographes, les sociologues, les juristes, Les anthropologues. les anthropologues. J'étais récemment à Thiès dans le cadre d'un colloque sur le foncier et ce que j'ai dit à mes amis juristes, c'est que le foncier, tout comme l'aménagement du territoire, peuvent être des concepts transversaux. Il faut éviter
de dire que ceci appartient exclusivement aux juristes ou bien ceci appartient exclusivement aux sociologues. Il faut vraiment un ensemble, intégrer les géographes, les historiens, les juristes et même les techniciens, parce qu'on a été à l'UFR-SI. Et qu'est-ce qu'on a vu? Les gens de l'UFR-SI nous ont présenté vraiment des plans cadastraux extraordinaires. C'est pour dire que c'est un ensemble. Pour avoir un territoire viable, il faut nécessairement qu'on ait une approche holistique. Faire en sorte qu'on intègre toutes ces interactions, surtout par rapport à certains domaines, pour réussir notre territoire. Le développement territorial, c'est ça qui doit être véritablement la base de la politique de nos nouvelles autorités. Corriger les déséquilibres, parce qu'il y en a, Alassane. La macrocéphalie constitue aujourd'hui un frein au développement. On a investi des milliards à Dakar, alors que dans les autres régions, il n'y a rien. C'est ce que Gravier disait en France, qu'on a Paris et le désert français. Lorsqu'il a dit, automatiquement, il y a une politique de métropolisation. Ce qui fait que tu sois à Lille, à Marseille ou bien dans d'autres régions, c'est comme si vous vous sentez à Paris. Mais ici, tant qu'on n'est pas à Dakar, alors on est vraiment dans une région désertique. Donc, comment faire pour lutter contre ces inégalités territoriales? Moi, je crois que ça doit être aussi la base et le combat même de ces nouvelles autorités. Bizarrement, Dakar, l'un des rares quartiers où tu peux vivre pendant au moins 1 mois sans sortir, c'est les maristes. Vous avez tout au mariste ici à Dakar. Vous pouvez être au mariste pendant 2 mois, vous ne pouvez pas sortir, tous les services sont sur place. C'est extraordinaire comme quartier. Mais je voulais aller dans les premiers pas posés par le président Diomaye. Il est parti voir les chefs religieux, discuter, échanger, on a vu comment son comportement. Mais est-ce que il parle d'indonésisation de l'économie? On a vu les premières personnes qui sont venues le voir à l'étranger de l'Union européenne. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir ces pays se réajuster par rapport au Sénégal, dans la prospective anticipée pour aujourd'hui encore remettre en place le système qui caporalise le pays? Oui, bon, il faut quand même reconnaître que le Sénégal fait partie du monde. Oui. Où nous avons des relations, des accords avec l'Union européenne, ne serait-ce que par exemple dans le domaine de la pêche. Or, le gouvernement a annoncé dans son programme que dès qu'ils vont arriver, ils vont suspendre les accords de pêche. Ne serait-ce que ça. Mais l'Union européenne a de s'adapter. Oui, c'est pour ça, si j'étais Louis Michel, je n'attendrais pas un jour de plus pour venir. Et il l'a fait. Si vous annoncez que dès que vous arrivez, vous allez suspendre les accords de pêche, avant que vous preniez le décret, je vais venir. Donc ça, c'est juste un exemple. Et puis il y a plein d'autres éléments. Non, moi, je suis rassuré. Je me dis en tout cas qu'on a des autorités, de nouvelles autorités, qui sûrement, en tout cas, savent qu'il y a une vraie légitimité, il y a une vraie demande de changement. Donc, elles ne vont pas être timides pour tenir un pouvoir de négociation, pour défendre crânement les intérêts du Sénégal. Mais, toujours par réalisme, on va continuer de commercer et d'avoir des échanges avec tous ces pays. Donc, vraiment, ça aussi, je pense qu'ils feront preuve de raison et de réalisme. Alors, moi c'est pour ça, dans le cadre des actions symboliques, je pense que l'action symbolique forte qui aujourd'hui devrait donner suite à ce plaidoyer de M. Ngom, ce serait que M. le Président commence une tournée régionale. Parce que moi, je reviens de Saint-Louis, mais je dois dire que quand vous voyagez, le vide que vous constatez, vous vous dites, mais ce n'est pas possible que tout cet espace inexploité, non valorisé, il faut vraiment venir chaque fois, mais autant de fois vous irez, autant de fois vous serez choqués. Donc vraiment, je pense que d'un point de vue symbolique, ne serait-ce que pour cette priorité qu'ils ont énoncée eux-mêmes dans leur propre programme de mettre en place des pôles territoriaux, et même de la nécessité, parce que si vous voulez changer ce pays, vous ne pouvez pas le faire en changeant juste Dakar. Peu importe que vous mettiez 20 BRT, c'est en changeant l'ensemble du pays que vous pouvez localiser, faire que les populations restent sur le plan local, et c'est l'intérieur du pays, ce qui contient 54% de la population. Donc moi, s'il y avait une invitation à faire en relation avec la mise en exergue de cette option territoriale, ce serait qu'il commence une tournée vraiment sur l'ensemble des régions pour constater, entendre les populations, et parce que ça, il faut quelquefois aller sur le terrain, constater vraiment pour vraiment peut-être donner un peu plus de chair et de réalité aux propositions. Et pendant la campagne électorale, on n'a pas eu le temps aussi de voir, exactement, de visu voilà, ce qui se passe sur le terrain. Donc là, et quand vous faites campagne à l'entrée du pays, vous voyez réellement ce qui se passe. Et parler avec les populations, pas parce que vous voulez les convaincre qu'ils votent pour vous, mais qu'ils vous disent
qu'est-ce qui est important pour eux? Si vous allez voir les éleveurs, qu'ils vous montrent où est-ce qu'ils versent leur lait parce qu'ils n'ont pas d'entrepôt, allez-y voir parce que voilà, vous expérimentez la réalité et ça vous permet de décider en connaissance de cause. Le temps qui nous est imparti est terminé. Merci infiniment à Amadou Gueye, expert financier économiste. Merci à Mame Cheikh Ngom, spécialiste pour territoire. Au micro, Alassane Samba Diop, technique Amadi Si. Bon dimanche à tous. Merci. iRadio. 90.3. Ici et ailleurs. di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg ñun 11h jukkib xibaar yi ñu doore koog nag ak séminaire intergouvernemental bi nga xamante ne tàmbale na biig war a dem kon ci ñaari fan mu tàmbale kon foofee nag président de la république Bassirou Diomaye Faye daal di fàttali cëslaay yi nga xam ne nguur gi ci la war a sukkandiku kon ngir daal di doxal mission yi nga xamante ne moom lañ leen dénk moom njiitu réew mi nag mu daal di leen di soññ itam ci ñaar ñu woyof te jege askan wi. naka noonu itam ba léegi daal di njaxlaf ci li nga xamante ne moom moo di liggéey bi muy am kon ci ñaari fan ñu dem ca Matam ak agent yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ca Ourossogui doon liggéey ca mairie ba ñoom nag fi mu toll nii ñaari atu salaire la ñuy laaj ñi nga xamante ne ñoom ñoo di mairie bi ki ñu ci dut baaraamu tuuma nag mooy maire ba di maître Moussa Bocar Thiam nee nañu moom moo bloqué seeni salaire weeru mai ba léegi lii nag tax ba ñu yuuxu jëmale ci kilifa yi ngir ñu daal di leen di wallu Amadou Mar Diallo. ñaari at lañu toog te jotuñu seeni payoor loolay métit liggéeykat yi nekk fii ci mairie bu Ourossogui Amadou Diallo mooy seen porte parole. ñun ñoo nekkoon fii ASA lu ñu doon liggéey depuis 2022 mois de mai 2022 la ñu amoon fii problème ak mairie Ourossogui maire Moussa Bocar Thiam ñu bindal fii manquement des graves te ñun CDI la ñu yor depuis yooyu nag ba léegi ñu ngi fii problème baa ngi fii bañ ko yóbbu trésor public. loolu moo tax suñu salaire bi du ñëw léegi nag ñu tàllal état bees bi bu ñëw ñu koy xamal ne problème boobu nañu bëgg ñu aider ñu ci problème boobu xaw na yàgg ñaari at ñu ngi fii dem nañu fu ne def nañu lu ne façon conférence presse bu ne def nañ ko. ginnaaw bu ñu leen di àttee ci mbax ni yi doone benn liggéeykat yooyu le ñu ngi joxañ baaraamu tuuma maire bu Ourossogui Moussa Bocar Thiam ak yenn service public yi ak autorité yi. justice bi def na liggéeyam mais inspection travail deful liggéeyam fii ci région bi parce que bu mu ñëwee ci moom moo nekk premier corrompu deful liggéeyam préfet aussi noonu la deful liggéeyam ci ñun gisuñu liggéeyam ci ñun trésor public tamit noonu la léegi nag. nguur bu bees bi du ñëw nee na jubal sellal diñ ko bëgg a xamal ne mairie Ourossogui moo gën a nekk scandale ba gën a bon ci Sénégal bi liggéeykat yooyu yi nga xam ne ñu bari ci ñoom ay père de famille lañ ñoo ngi artu suñu njiit yu yees yi ngir ñu indi ay saafara ci seen jafe-jafe Amadou Oumar Diallo Matam iRadio. Amadou Oumar Diallo ñoom ñi nag ba ñu daanele secrétaire municipal bu mairie bi moom moo leen tontu di Souleymane Thiam moom nag mu daal di wax ne ñoom ñi nga xam ne ñoo di agent yi dañ leen dàqoon ndax ay njuumte yu mag yoo xamante ne def nañ ko ci liggéey bi ndax ay njuumte yu mag yoo xam ne kon def nañ ko ci liggéey bi mu daal di ciy teg nag moom Souleymane Thiam ne ba ñu leen dàqee ci la ñu leen fàtte ñàkkul teewlu ngeen ko ci sunu xabaar yu jiitu wala ñu déglu ko moom Souleymane Thiam nekku fi teewlu ngeen ko kon ci sunu xabaar yu jiitu ñu déglu kon moom Souleymane Thiam. commune bu Ourossogui ñi nga xamante ne vraiment depuis plusieurs années dañ leen dàkkoon ci mairie bi ndaxte seen liggéey moo jarul woon yoon waxtaan nañ ak ñoom jox nañ leen ay demande d'explication mais dara wutuwul ci seen jëfiñ te nag ay politiciens yi nga xamante ne ñoo nekk seen ginnaaw di leen jéem a manipuler di leen jéem a vraiment dugal ci ay domaines yi nga xamante ne du seen cër moo tax ñun mairie de Ourossogui jàpp nañ ni épisode bi dépassé nañ loolu dañoo nekk ci liggéey décision bi ñu waroon jël nañ ko bu mat sëkk te tey jii dara bépp agent ba nga xamante ne respecté liggéeyam bi nga xamante ne day def tout pour yàq liggéey commune bi wala pour yàq liggéey maire bi ñun dañuy taxaw pour que vraiment loolu bañ a antu
moo tax tey jii ñun jàpp nañu histoire extraordinaire yi moom vraiment dépassé nañ ko am na depuis des années tey nag Sénégal c'est un pays de droit pays boo xamante ne vraiment képp koo xamante ne da nga sentir ne li ñuy def du yoon wala dañu dàkkee ci anam yu xam ne jaarul yoon yoon nga fi pour tout le monde nañ dem ci yoon incha allah lépp lu leen yoon may ñu jël ko ñun aussi au niveau de la commune dañuy jël suñu responsabilité bu mat sëkk en tout cas dara du tax ñu mën a vraiment accepter ay nit di yàqu liggéey boo xamante ne ñu ngi ko entamé fii ci Ourossogui. juróomi simili gannaaw 11h ñu yem fii midi maam Abdou Guèye Kassé benn waxtu ma del si ñu yaatal. boo xëy déglul info jàppal musique bi déglul xibaar yi jàppal boo xëy déglul info jàppal musique bi déglul xibaar yi jàppal ku bëgg na ku bañ dana ñu jox i rajo di lañu taamu yaay bégal xol yi i rajo boo xëy déglul info jàppal musique bi déglul xibaar yi jàppal boo xëy déglul info jàppal musique bi déglul xibaar yi jàppal ku bëgg na ku bañ dana ñu jox i rajo di lañu taamu yaay bégal xol yi rajo. Du lundi au vendredi, suivez votre matinale sur e-Radio, l'émission qui vous réveille et qui vous tient en éveil sur la 90.3. Mohamed Kandji reçoit des invités pour commenter toute l'actualité, politique, économie, santé, culture, sport. Mohamed Kandji aborde tout avec ses invités dans Dakar Direct sur e-Radio de 7h30 à 8h. Réveillez-vous au bon goût de la matinale sur e-Radio. bëgg a xam lu gën a leer ci sa avenir ci sa liggéey ba ci sax sa diggante ki ngay bëgganteel wala nga am ay jeexi jaaxa ci sa bopp wooteel 88 628 42 42 seen émission voyance di gisaane dina am dimanche bu ne bu 19h jotee wala lundi ba mercredi ci bu 22h30 jotee ñu dolli ci tamit jeudi bu ne di alxamis ci bu minuit jotee ci e-radio dugal en direct nga jokkoo ak Seydina Ousmane wala professeur Diassé boo composé 88 628 42 42 24 heures sur 24 maanaam bés bu ne waxtu wu ne nga mën a woote ci 88 628 42 42 suñu ay gisaanekat dinañ leen déglu ba noppi gindi leen jox leen i tegtal ak ay sarax yoo xam ne dina la mën a jàppale ci sa bëgg-bëgg jàppaleen numéro bi ngeen woote ci 88 628 42 42 bés bu ne ak waxtu bu ne seen émission voyance di gisaane ci e-radio la radio d'ici et d'ailleurs. Seen
émission firi gént di leen dimbali ba noppi di leeral seen ay gént moo xam gént bu baax la wala sax bu lay jaaxal te mu jaxasoo lool ci sa xel dañ la ciy andil ay leeral wax la gént gi lan lay tekki soo wootee ci 88 628 42 42 dina am dimanche bu ne à partir de 0 heure ci bu minuit jotee ngeen jokkoo professeur Diassé ngeen dugg en direct jokkoo professeur Diassé ci 88 628 42 42 dina am dimanche bu ne à partir de 0 heure ci bu minuit jotee mu firil leen seen ay gént ba noppi jox leen ay tegtal ak i sarax mën ngaa woote it bés bu ne ci waxtu wu ne ci 88 628 42 42 في الوجدان حي أنت caada rek ci i rajo dimanche bu jot ñeenti waxtu caada rek tonton aada ak Sile Muñal dellu ci caada rek muñ di mbaax aada di cëslaay ñaari dàkkantal yu dellu seen cosaan ngir dekkal dundal suuxat lawoon sukkandiku ci njàngaleem ñakkoon ngir delloo jikko yi fakkoon ndax lakkoon way di njariñ caada rek ci i rajo dimanche bu jot di selaba yoonu askan wi ñeenti waxtu tonton aada ak Sile Muñal dellu ci caada rek dimanche bu jot di selaba yoonu askan wi bu ñeenti waxtu jotee ci i rajo caada rek
Maître Amadou Ali Kane est l'invité du jury du dimanche. Face à Aïssata Ndiaye, l'avocat défenseur des droits de l'homme abordera les sujets suivants. Le dernier rapport d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Sénégal, l'encadrement de la loi sur les lanceurs d'alerte, les réformes de la justice dans le projet de transformation proposé par le nouveau régime, la justice